Ambiance sonore, musique sombre et mystérieuse, vent froid soufflant sur une plaine russe, images en noir et blanc de silhouettes anonymes dans les couloirs du Kremlin, transition vers des photos floues de femmes effacées par l'histoire. Imaginez une femme qui a passé 30 ans aux côtés de l'un des hommes les plus puissants et énigmatiques du monde. Une femme qui a vu les secrets du pouvoir de l'intérieur, qui a élevé des enfants dans l'ombre d'un espion, et qui a finalement choisi de disparaître plutôt que de briller. Et si cette femme, qu'on croyait effacée, cachait en réalité une force tranquille capable de défier l'Empire? Des rumeurs de vampires émotionnels, des villas saisies en France, des fortunes opaques. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire vraie de Lyudmila Poutina, l'ex-épouse de Vladimir Poutine. Une vie de sacrifice, de silence et de réinvention qui pourrait bien révéler plus sur le maître du Kremlin que tous les discours officiels. Accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va vous faire questionner tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir russe. Transition vers un ton narratif engageant, avec visuels plus dynamiques, carte de la Russie, photos d'époque, animation graphique pour les timelines. Bonjour à tous. Bienvenue sur Expérience de vie, la chaîne qui décrypte les histoires oubliées derrière les grands noms de l'actualité. Si vous aimez les biographies immersives, les mystères géopolitiques et les récits humains au cœur du pouvoir, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez la cloche, et mettez un like si cette intro vous a déjà captivé. On commence tout de suite avec les racines modestes de Lyudmila, une enfance qui forgera une femme discrète mais résiliente. Visuel, images vintage de Kaliningrad dans les années 1950 à 60, rue soviétique, usine, école. Musique folklorique russe légère pour évoquer l'innocence. Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva, c'est son nom de jeune fille, voit le jour le 6 janvier 1958 à Kaliningrad, cette enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, un territoire marqué par l'après-guerre et l'influence soviétique. À l'époque, Kaliningrad s'appelle encore Königsberg, mais les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale sont partout, des ruines reconstruites à la hâte, une population mixte venue de toute l'URSS pour repeupler la région. Son père, Alexander Abramovich Shkrebnev, travaille dur dans une usine mécanique locale, réparant des machines pour l'industrie lourde soviétique. C'est un homme pragmatique, forgé par le régime, qui enseigne à ses filles la valeur du travail et de la discrétion. Sa mère, Yekaterina Tikhonovna Shkrebneva, est caissière dans un magasin d'État, gérant les files d'attente interminables pour les produits de base. La famille vit modestement, dans un appartement collectif typique de l'ère Khrouchtchev, avec peu de luxe mais une solidarité familiale inébranlable. Lyudmila a une sœur aînée, Olga Alexandrovna Tsomaïeva, qui deviendra plus tard une figure clé dans ses affaires post-divorce. Dès son plus jeune âge, Lyudmila se distingue par une curiosité intellectuelle rare dans cet environnement ouvrier. Elle dévore les livres, passionnée par la poésie russe, Pouchkine, Lermontov, Akhmatova deviennent ses compagnons secrets. Elle écrit ses propres vers, des poèmes introspectifs sur la solitude et les rêves inachevés, qui révèlent déjà une âme sensible, presque mélancolique. Adolescente, elle rêve d'une carrière artistique, devenir actrice. Elle suit des cours de théâtre dans une troupe locale à Kaliningrad, jouant dans des pièces amateurs où elle excelle dans les rôles de femmes fortes mais silencieuses. Pourtant, la réalité soviétique la rattrape. Présenter une candidature à l'Institut de théâtre de Leningrad semble trop risqué, les places sont limitées, la compétition féroce, et ses parents insistent sur une voie plus stable. Après le lycée, elle opte pour l'université technique de Kaliningrad, mais les études techniques ne la passionnent pas. Au bout de 2 ans, elle abandonne, préférant entrer dans le monde du travail pour gagner son indépendance. C'est une période de petits boulots, employer des postes, où elle trie des lettres sous une surveillance constante, infirmière auxiliaire, affrontant les rigueurs des hôpitaux soviétiques, et enfin, hôtesse de l'air pour la branche kaliningradienne d'Aeroflot, la compagnie aérienne d'État. Ce métier, prestigieux en URSS, lui ouvre les yeux sur le monde. Elle vole vers des destinations intérieures, apprenant à gérer des passagers exigeants dans des avions souvent surchargés. Mais la réalité est rude, longues heures, emploi du temps épuisant, et une rumeur persistante d'une enquête interne pour avoir vendu des sandwichs aux passagers affamés, un geste humain qui frôle l'illégalité dans ce système rigide. Malgré tout, ce poste nourrit son amour des langues et son esprit aventureux. Interrompant à nouveau ses études, Lyudmila décide de se réorienter vers ce qui la passionne vraiment, les langues. Elle s'inscrit à l'université d'État de Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, se spécialisant en philologie romane, avec un focus sur l'espagnol et l'allemand. Fascinée par la culture hispanique, Lorca, Cervantes et la précision germanique, elle excelle, se distinguant par son sérieux et son intellect. C'est à Leningrad, au début des années 1980, que sa vie va basculer. Une ville bouillonnante, où l'art et la politique se mêlent, et où un soir fatidique va la propulser dans l'orbite d'un homme qui changera tout. Transition, musique qui monte en tension, visuel de Leningrad animé, théâtre et concerts. Mais avant de plonger dans cette rencontre décisive, imaginons un instant, une jeune femme cultivée, indépendante, qui voyage et rêve en vers.
Comment une telle personne finit-elle mariée à un officier du KGB? On y vient tout de suite. Photos d'époque de Leningrad, scènes de concert, images stylisées d'espions soviétiques. Ambiance sonore, rire d'un spectacle comique se fondant dans une musique suspense. Un soir du début des années 1980, les sources varient entre 1980 et 1981, Lyudmila Shkrebneva assiste à un spectacle d'Arkady Rekin, le satiriste soviétique légendaire, connu pour son humour acéré qui frôle la critique du régime sans jamais le franchir. La salle est pleine de rires, de sous-entendus politiques, une bulle de liberté relative dans l'URSS de Brejnev. Parmi le public, un jeune homme discret, mal habillé, à l'allure réservée, Vladimir Poutine, alors officier du KGB en ascension à la première direction générale de Leningrad. Leur rencontre est arrangée par des amis communs, un blind date presque banal. La première impression de Lyudmila? Pas franchement positive. Il paraissait mal habillé, réservé, maladroit. Il y avait quelque chose qui clochait, confiera-t-elle plus tard dans une rare interview. Pourtant, une attirance inexplicable naît. Poutine, calculateur et secret, formé à observer sans se dévoiler, garde son métier caché pendant près d'1 an. Quand il avoue enfin travailler pour le KGB, c'est sans émotion, un fait froid comme l'homme lui-même. Leur relation est marquée par l'ambiguïté. Poutine arrive souvent en retard sans s'excuser, testant sa loyauté. Lyudmila se souvient d'avoir attendu plus d'1 heure dans le métro, en pleurs, sans rien dire à son arrivée. Une autre fois, un inconnu la suit et la drague, probablement un test orchestré par Poutine pour évaluer sa fidélité. Après 3 ans de fréquentation, la demande en mariage arrive, tout aussi laconique. « Tu connais mon caractère ?» demande-t-il simplement. Lyudmila accepte, peut-être plus par endurance que par passion débordante. Ils se marient le 28 juillet 1983 lors d'une cérémonie modeste à Leningrad, en présence d'amis et de famille. Pas de grandes déclarations, juste un accord calme pour unir leur vie. À ce stade, Lyudmila est une linguiste accomplie, diplômée en 1986, contrastant avec l'univers sombre de son mari. La vie conjugale commence sous tension. En 1985, naît leur première fille, Maria, à Leningrad. La même année, la famille s'installe à Dresde, en Allemagne de l'Est, où Poutine est posté sous couverture diplomatique pour le KGB. Lyudmila, enceinte de leur seconde fille Katerina, née le 31 août 1986, gère seule les enfants dans un pays étranger, isolé, sans soutien. Elle travaille comme linguiste freelance, mais ses proches la décrivent épuisée émotionnellement. Poutine n'est pas présent à la naissance de Maria, et impose le prénom contre l'avis de Lyudmila, elle voulait Natacha, mais il insiste pour Maria, comme sa propre mère. « J'ai pleuré, mais il n'a jamais changé d'avis », révélera-t-elle. À Dresde, la vie est un mélange d'espionnage et d'isolement. Poutine passe des nuits entières en opération clandestine, tandis que Lyudmila élève les filles dans un appartement surveillé. Elle apprend l'allemand à la perfection, enseignant même plus tard à l'université. Mais le mur de Berlin tombe en 1989 et l'URSS s'effondre en 1991. La famille rentre à Leningrad, devenue Saint-Pétersbourg. En 1990, Lyudmila est grièvement blessée dans un accident de voiture, fractures multiples, hospitalisation longue. Poutine, alors adjoint au maire, ne la visite pas. Il envoie un assistant avec des fleurs, trop occupé à recevoir Ted Turner. Ce manque d'empathie marque un tournant. Visuel, montée en puissance, images de Poutine en politique, Kremlin, événements officiels. Musique orchestrale grandissante. Les années 1990 voient l'ascension fulgurante de Poutine, chef du comité des relations extérieures à la mairie de Saint-Pétersbourg en 1991, puis à Moscou en 1996. Lyudmila, de son côté, enseigne l'allemand à l'université d'État de Saint-Pétersbourg de 1990 à 1994, puis travaille brièvement chez Telecom Invest en 1998 à 1999. Quand Poutine devient Premier ministre en 1999, puis président par intérim, elle assume le rôle de Première Dame, un titre qu'elle déteste. De 2000 à 2008, puis 2012 à 2014, Lyudmila reste discrète. Elle supervise un fonds pour le développement de la langue russe, s'opposant en 2002 à une réforme orthographique proposée par l'Académie des sciences. Inutile et malvenue alors que le pays sort de la crise, argue-t-elle, bloquant le projet aux grandes dames des académiciens. Elle évite les dîners d'État, les voyages, les médias. Même les photos de famille sont rares. Les filles Maria et Katerina sont protégées, étudiant en Allemagne sous pseudonyme. Le couturier russe Slava-Etsev rapporte « Je n'aime pas voyager, je n'aime pas apparaître en public. Je n'étais pas prête pour ce rôle. » Son malaise est palpable. Dans des mémoires d'une amie allemande, Irene Pietsch, Lyudmila qualifie Poutine de vampire qui l'a vidé de son énergie. « Il ne m'a jamais aidé pendant mes grossesses. Je portais des sacs lourds seul. » La journaliste Natalia Gevorkian, dans une biographie de 2000,
Note, il ne m'a jamais prise dans ses bras. Lyudmila se retire progressivement, recluse au Kremlin, évitant tout. Visuel, images dramatiques de ballet, Kremlin la nuit, annonce médiatique. Musique mélancolique. Les fissures apparaissent au début des 2000. Lyudmila disparaît presque totalement, ses apparitions se raréfient. Le 6 juin 2013, après un ballet au Kremlin, ils annoncent leur divorce à la TV d'État. Poutine, c'était une décision commune. Lyudmila, nerveuse, nous ne nous voyons pratiquement plus. Finalisé en avril 2014, le divorce ouvre la porte aux rumeurs. Couvent? Écarté pour d'autres femmes? En 2015, elle se remarie avec Arthur Ochretny, un homme d'affaires de 21 ans son cadet, passionné de triathlon. Découvert via des documents en 2016, ce mariage marque sa réinvention. Visuel, villa luxueuse, carte de l'Europe, documents financiers. Musique triomphante mais mystérieuse. Après le divorce, Lyudmila, désormais Ochretneia, mène une vie anonyme mais aisée. Les détails financiers restent opaques. Officiellement, elle a droit à la moitié des biens déclarés de Poutine, salaire modeste, mais des enquêtes estiment sa fortune liée à des milliards offshore. Elle cofonde le CDIC, qui possède un bâtiment historique à Moscou, Volkonsky House, loué à des banques et fast-food pour 3 à 4 millions de dollars annuels. Méridian et Interair Servi, détenus par elle, gèrent les flux, sa sœur Olga y a été impliquée. Elle possède aussi Carmony, une société de prêt sur gage automobile, rentable malgré les sanctions, 700 000 $ de bénéfices en 2022. Propriété, villa à Biarritz, France, 7 €, saisie en 2024 pour lien avec la Russie. Propriété en Espagne, vendue en urgence en 2023 pour éviter sanctions, et rumeur en Suisse. Sanctionnée par le UK en mai 2022 pour bénéfice de relations avec entité d'État. Elle vit en France avec Ochretny, loin des projecteurs. Visuel, montage récapitulatif, appel à l'action avec overlay YouTube. Musique inspirante. De l'hôtesse de l'air modeste à la recluse fortunée, Lyudmila Poutina incarne les sacrifices du pouvoir russe. A-t-elle choisi la liberté, ou a-t-elle été poussée? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt.